Il paraît que la Terre est entourée de débris spatiaux en tout genre, et que, d'après certains conspirationnistes, dont notre cher Évrard, l'ISS ne pourrait pas exister dans ce milieu hyper hostile qu'est l'espace. Pourtant, certains lui ont montré qu'on pouvait très bien l'observer avec un télescope, et qu'on arrivait à voir les différentes parties de la station bien distinctement. C'est pour ça qu'à la fin de sa vidéo, il vient nous raconter qu'en fait, l'ISS est un immense satellite vide. Finalement, elle existe, contrairement au titre de sa vidéo. Et en plus, elle n'est pas criblée de trous apparemment, ce qui veut dire que les débris ou les micro-météorites ne posent pas tant de problèmes que ça. Nous allons regarder ça d'un peu plus près. Mais d'abord, écoutons ce qu'il a à dire sur le sujet. Des millions de débris sont en orbite autour de la Terre. Ils proviennent des restes de lancements de fusées, de collisions entre satellites. La position des débris les plus volumineux sont connues et la NASA prétend modifier la trajectoire de la station spatiale pour les éviter. Admettons. Mais il existe des dizaines de millions de débris ne faisant que quelques millimètres de diamètre. Pensez-vous qu'il est possible d'éviter des débris aussi petits alors qu'on se déplace à 28 000 km/h ? À une telle vitesse, on parcourt 8 km en une seconde. Il faudrait donc arriver à repérer un objet de quelques millimètres de diamètre et situé à 8 km de distance, puis démarrer les moteurs fusées pour l'en écarter. Tout cela en une seconde. C'est totalement impossible. Mais les débris, ce n'est encore rien, parce que la Terre traverse en permanence un flux de météorites de toute taille. Elles se consument en formant les étoiles filantes lorsqu'elles pénètrent dans l'atmosphère, parce que leur vitesse fait plusieurs dizaines de kilomètres par seconde. Et parfois, la Terre traverse des essaims de météorites où le nombre de météorites est très important, comme la Léonide en 2002, où l'on voyait depuis le sol plus de 2000 météorites par heure. Or, l'impact d'une météorite pesant 1 gramme, soit la taille d'un grain de sable, et avec une vitesse de 30 km par seconde, a la même énergie qu'une Renault Twingo lancée à 120 km/h. Mais si l'objet pèse 10 grammes, un peu plus qu'une pièce de 2 euros, alors il aurait la même énergie qu'un camion de 8 tonnes lancé à 120 km/h. Imaginez les dégâts que ça occasionnerait sur les parois de la station ne faisant que quelques millimètres d'épaisseur. Pour ceux qui doutent, on calcule l'énergie d'un objet en déplacement selon la masse et la vitesse avec la formule E égale 1,5 de mv2, mais cette m étant la masse de l'objet en kg et v étant la vitesse en mètres par seconde. Je vous laisse faire les calculs par vous-même. On nous dit que la station spatiale est protégée contre les météorites, mais cette protection est constituée d'une feuille d'aluminium de quelques millimètres d'épaisseur séparée de la coque de la station par une couche de Kevlar et d'autres produits amortissant soi-disant les chocs. Sachant aussi qu'il y a de nombreux endroits où il n'y a pas cette protection, par exemple les panneaux solaires, les antennes et surtout la coupole. Voici l'impact laissé par une balle de 9 mm, vitesse 400 mètres par seconde. Une météorite de la même masse que cette balle, arrivant à une vitesse de 30 km par seconde, aura une énergie 3000 fois plus élevée. Bien entendu, les parois de la station spatiale résisteraient aussi bien à cet impact. En fait, si une poussière de météorite percutait la station spatiale, elle serait perforée et l'air s'échapperait immédiatement en quelques secondes, ne laissant aucune possibilité aux astroclowns de s'en sortir. Bon, mais pour que ce soit pas trop étrange, selon la NASA, il y aurait quand même eu 2 impacts de météorites et un trou dans un des panneaux solaires. Un impact dans l'une des parois de la station spatiale et un autre sur le pare-brise de la navette spatiale. Mais pourquoi il n'existe qu'une seule photo de ces impacts ? Pourquoi n'en ont-ils pas fait plusieurs ? Pourquoi n'ont-ils pas fait des vues plus larges ? C'est curieux, non ? Et autre chose, le flux de micrométéorites pesant moins d'un millième de gramme est presque permanent. Même si cela n'occasionne aucun dégât sérieux à la station spatiale, c'est tout de même curieux qu'il n'y ait aucune trace sur les parois. Elles semblent comme neuves. Et que penser de nos comédiens de l'espace lorsqu'ils sont en sortie extravéhiculaire ? Ils peuvent passer plus de 6 heures hors de la station à visser quelques boulons devant les caméras. S'ils étaient percutés
par un grain de poussière météoritique pesant 1/1000 de gramme, soit le poids d'un cheveu, l'impact serait le même qu'une balle de fusil lancée à plus de 1000 km/h. Pensez-vous que leur combinaison de plastique les protégerait? Et si oui, alors pourquoi de telles protections ne sont pas utilisées par les militaires, ce qui les rendrait invincibles? Et si la météorite percute la visière? Cela vous semble normal que la NASA laisse les astronautes courir un tel risque, alors que les Américains sont extrêmement pointilleux sur tout ce qui touche à la sécurité? Nous allons d'abord regarder les débris spatiaux. Donc d'après le site Wikipédia, oui je sais, je prends Wikipédia en source et ça ne me dérange absolument pas. Donc d'après la page Wikipédia sur les débris spatiaux, il est estimé à environ 100 millions le nombre de débris spatiaux dont la taille est supérieure à 1 mm. Si on passe à 1 cm, ils ne sont plus que 500 000 et les débris supérieurs à 10 cm ont été estimés à 17 000. Ces débris de plus de 10 cm sont surveillés en permanence. Alors, les débris, ils sont en orbite, c'est-à-dire qu'ils tournent autour de la Terre, mais leur altitude va diminuer sous l'effet de l'atmosphère résiduelle et ils vont finir par être attirés par la Terre et donc brûlés dans l'atmosphère terrestre. On pourrait penser alors que leur nombre diminue, mais en fait non. L'activité spatiale étant ce qu'elle est, le nombre de ces débris est en constante augmentation. Toujours d'après mes sources confidentielles, le deuxième élément à prendre en compte, ce sont les micrométéorites. Le nombre de ces objets est estimé à 100 millions traversant l'atmosphère terrestre quotidiennement, c'est-à-dire par jour. Dans ces 100 millions d'objets, bien sûr, il y a des très petits, il y a des plus gros. La majorité d'entre eux sont considérés comme des poussières, c'est-à-dire moins de 0,1 mg. Dans cette quantité de micrométéorites, on pourrait donc supposer, je n'ai pas les chiffres exacts, mais que sur ces 100 millions, il n'y en a pas énormément qui dépassent le gramme, voire les 10 ou 100 grammes. Donc nous partirons dans notre hypothèse large sur 100 millions de débris spatiaux et 100 millions de micrométéorites. Alors dire qu'il y a 100 millions de débris spatiaux et 100 millions de micrométéorites qui passent par jour, c'est bien, mais est-ce qu'on arrive à s'imaginer ce que ça représente? Difficilement. Quand on voit les animations par exemple de l'ESA ou d'autres, on a l'impression que autour de la Terre, il y a un nuage d'éléments qui flottent, qui tournent en orbite et qui nous polluent l'espace. Alors on va essayer de relativiser un petit peu tout ça. Pour voir ça, je suis parti d'un calcul mathématique simple, qui est le calcul de la surface d'une sphère. Donc on va calculer la surface de la sphère représentée par l'orbite de la Station spatiale internationale, puisque c'est elle qui est en cause. Donc elle est à 400 km d'altitude environ, et le rayon de la Terre fait 6371 km en moyenne. Donc la surface représentée par l'orbite de l'ISS a un rayon de 6771 km. La formule pour calculer la surface d'une sphère, c'est 4pi r². Donc on va calculer 4pi 6771 au carré et nous obtiendrons le nombre de kilomètres carrés que représente la surface balayée par l'orbite de l'ISS. Ce nombre, c'est 576 millions. Il y a donc 576 millions de kilomètres carrés parcourus par l'ISS sur son orbite. Alors, pas tout à fait, puisque l'ISS ne passe pas au-dessus des pôles, elle reste sur une surface plus petite. Mais les débris sont partout autour de la Terre et les micrométéorites ne choisissent pas non plus de viser l'ISS. Donc, tous ces éléments, les 100 millions de débris et les 100 millions de micrométéorites, peuvent se retrouver n'importe où sur cette surface. Deuxième élément que je vais prendre en compte dans mon hypothèse, dans mon explication, c'est la surface que représente l'ISS. Donc l'ISS mesure environ 110 mètres de long
74 mètres de large et 30 mètres de haut. Donc, on va partir sur l'hypothèse la plus large possible. On va prendre les 110 mètres de long et les 74 mètres de large. Ce qui représente une surface de 0,008 km². D'accord? Donc, mémorisez bien ce chiffre. La taille, la surface de l'ISS, c'est environ 800 mètres carrés. C'est pas grand chose par rapport à 1 km², qui est donc un carré d'1 km de côté. Maintenant, on va comparer ces résultats avec le nombre de nos débris et de nos micrométéorites. Donc on a dit qu'il y avait 100 millions de débris et qui se baladent sur une surface de 576 millions de kilomètres. Ce qui fait en moyenne un débris pour une surface de 5,76 km². Pour vous donner un ordre d'idée, la surface de Disneyland Paris, c'est un peu moins de 20 km². C'est-à-dire que sur la surface de Disneyland, il y a environ 4 débris d'1 millimètre qui orbitent. De la même manière, si nous regardons nos micrométéorites, qui sont au nombre de 100 millions par jour, nous avons donc une micrométéorite pour une surface de 5,76 km², de la même manière, ce qui veut dire qu'il y a il y a à peu près, d'après les estimations, 4 micrométéorites qui tombent sur Euro Disney, sur Disneyland Paris, par jour. Alors c'est à peu près comme s'il y avait 4 gouttes de pluie par jour, et encore une goutte de pluie est peut-être plus grosse que les micrométéorites qui passent. Donc il y a 4 gouttes de pluie qui tombent par jour sur Disneyland Paris. Un peu étonnant, 4 gouttes de pluie sur 20 km², on arrive à passer facilement sans se prendre une goutte de pluie sur la tronche. Alors je précise bien une petite différence notable entre les débris et les micrométéorites. Donc les micrométéorites, on sait qu'elles chutent sur Terre, c'est-à-dire qu'elles passent à un moment donné et elles traversent la surface représentée par l'orbite de l'ISS. C'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas avoir de bol pour que l'ISS se trouve à l'endroit où la micrométéorite va passer. Parce qu'elle va passer sur la hauteur de l'ISS qui est de 30 mètres, à la vitesse à laquelle elle passe, ça représente des nanosecondes. Et donc il faudrait que l'ISS se trouve pile à l'endroit où la micrométéorite va passer, au moment où elle passe, et il n'y en a qu'une par jour sur une surface de 5,76 km². Il faut vraiment pas avoir de chance pour s'en prendre une sur le coin du pif. D'autant plus que l'ISS n'est pas une surface compacte, c'est pas un rectangle complètement plein, il y a des zones vides. D'ailleurs, on a une image qui représente les zones qui sont plus exposées que les autres, et c'est celles qui sont le plus protégées. Ensuite, concernant les débris spatiaux, les débris sont en orbite autour de la Terre. Donc certains tournent dans le même sens que l'ISS, voire dans un sens proche, à une vitesse proche. Donc il y a très peu de chances que ces débris rentrent en collision avec l'ISS, et même s'ils rentraient en collision avec l'ISS, peut-être qu'ils l'effleureraient, ou qu'ils la toucheraient à une vitesse très lente, puisqu'ils vont quasiment dans le même sens à la même vitesse. Donc sur les 100 millions de débris, combien vont dans un sens qui pose problème, et à une vitesse qui pose problème, et à une orbite qui pose problème? On pourrait diminuer ce nombre de débris largement par 10 pour avoir ce nombre de débris qui pourrait poser problème à l'ISS. Alors quelques petits points sur ce que nous raconte M. Évrard. Il nous dit qu'il n'y a pas de protection sur la coupole par exemple. Justement, dans sa vidéo, il nous montre des belles images de la coupole avec les volets fermés. Donc il ne doit pas savoir ce que c'est que la coupole. Parce qu'il met des images de la coupole avec les volets fermés, et après il nous dit que la coupole n'a pas de protection sur les vitres. On nous dit que la station spatiale est protégée contre les météorites. Mais cette protection est constituée d'une feuille d'aluminium, de quelques millimètres d'épaisseur, séparée de la coque de la station par une couche de Kevlar, et d'autres produits amortissant soi-disant les chocs.
sachant aussi qu'il y a de nombreux endroits où il n'y a pas cette protection. Par exemple, les panneaux solaires, les antennes et surtout la coupole. Donc, non quoi, on se renseigne, monsieur Évrard. Donc là, voilà une photo de la coupole avec les volets fermés. Les vitres sont donc protégées quand ils ne sont pas en train de regarder par les vitres de la coupole. Ensuite, les protections de l'ISS. Il y a des crash tests qui sont faits sur Terre. Donc pareil, les photos montrées par monsieur Évrard, dont une, celle-ci, c'est une photo d'un crash test qui a été fait sur Terre. Ce n'est absolument pas un dégât qui a été causé sur la station spatiale. Donc le bouclier qui protège les endroits à risque de la station a une épaisseur de 128 mm, c'est-à-dire presque 13 cm d'épaisseur. Donc je vous rappelle que les débris et les micrométéorites sont quand même très rares dans l'espace, il faut relativiser. 100 millions par jour pour les micrométéorites et 100 millions de débris qui orbitent autour de la Terre. On peut quand même se balader sans avoir trop de risques d'en prendre un sur le coin du paf, ou du pif, ou de la tronche, comme vous voulez. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, dans les jours qui viennent, la vidéo qui va vous montrer les mesures faites par l'ombre de nos poteaux pour calculer la bonne hauteur du soleil, et vous verrez qu'avec tous les éléments qu'on va récupérer demain, jour du solstice d'été, nous allons pouvoir prouver que le soleil ne peut pas être à différentes altitudes au même moment, et donc que les rayons sont bien quasiment tous parallèles et que le soleil est effectivement bien plus loin que ce que les platistes peuvent nous dire. À bientôt les terriens.